Bâmeurs et Bâmeuses, bonjour. Bonjour. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Ce livre que nous avons lu, Gouverné par les fake news, ainsi que Opération Z, qui a été lu par Pierre. Nous allons commencer par un petit peu discuter autour de ce livre qui s'appelle « Gouverné par les fake news » avec un sous-titre « Conflits internationaux, 30 ans d'infox utilisés par les pays occidentaux ». Je vais essayer de le pitcher. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc, « Gouverné par les fake news » est une plongée dans les conflits internationaux depuis 30 ans, dans lesquels sont intervenus les Occidentaux, et de l'utilisation des pays occidentaux de fake news afin de couvrir les buts de ces guerres et de faire admettre aux populations la légitimité de ces guerres. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on sait depuis une trentaine d'années, depuis la fin de la guerre froide, en gros, à un moment où les États-Unis, en particulier, mais États-Unis dans le sens des sortes de fer de lance de l'Occident, mais les États-Unis sont aperçus qu'ils étaient, avec la chute de l'URSS, ils étaient devenus tout puissants. Et qu'on pouvait se permettre de diriger le monde d'une certaine manière. Et de là est née d'ailleurs une doctrine, la doctrine Wolfowitz, qui dit qu'il faut maintenir la primauté ou la suprématie, plus exactement, des États-Unis dans le monde, et que ça devait se faire malgré tout et tous, y compris l'Union européenne d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Ce qui est ressorti, l'aspect concret de cette posture, c'est que on s'est lancé dans des guerres qui avaient pour but d'imposer une manière de faire, une manière de voir, et qu'on n'a pas vraiment pu justifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours eu de la peine à expliquer pourquoi on allait se battre en Irak. Donc il a fallu trouver des explications. Et ces explications, eh bien, elles sont fabriquées en réalité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. Il n'y avait aucune raison, par exemple, d'aller en Afghanistan. Il n'y avait littéralement aucune. Et même les pays occidentaux, ceux qui l'ont promu, enfin les États-Unis, l'Angleterre, qui avaient été les premiers, les plus acharnés à y aller, ont dû constater qu'il n'y avait aucune raison d'y aller. L'Irak, on sait qu'il y a eu ces mensonges devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur la fameuse arme de destruction massive. La fameuse arme de destruction massive, avec la petite fiole, exactement, de Colin Powell. Donc on savait que l'explication était fallacieuse. Mais néanmoins, vous avez des pays européens qui y sont allés alors qu'on savait que c'était faux. Donc il a fallu quand même vendre ça à la population. Moi, il me semble peut-être qu'on a quand même toujours peut-être un peu le même schéma dans ces justifications, c'est de toujours diaboliser autrui. Autrement dit, c'est pour les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, enfin bref, ce qu'on veut, mais c'est toujours un peu articulé là-dessus. Mais tu as toujours les mêmes schémas narratifs, en fait. On a toujours les mêmes schémas qui sont, en tout cas dans le livre, c'est comme ça, c'est-à-dire de dire le gouvernant maltraite son peuple, il y a des armes chimiques, les couloirs humanitaires sont... voilà. Effectivement, on a toujours le même schéma qui se répète. Et ce qui est intéressant, c'est que si on est attentif aux médias, et on y reviendra sans doute, mais pour expliquer un peu la démarche que j'ai eue en écrivant ces livres, c'est de constater qu'entre les médias, enfin ce qu'on nous racontait à la télévision en Europe,
ne correspondait pas vraiment avec l'opinion des gens que je connais. Vous avez dit, j'ai travaillé dans le renseignement. J'ai été analyste dans le renseignement stratégique, comme spécialisé d'ailleurs dans les pays de l'Est, donc tout le pacte de Varsovie. Mais à part ça, j'ai gardé des contacts aussi avec beaucoup de ces services. Et j'ai constaté que les gens qui sont dans les services, qui ont ces fonctionnaires, avaient souvent la même opinion que moi sur les conflits. Et ça divergeait totalement de ce que nous disaient les médias. Je ne réfléchis pas comme un journaliste, je réfléchis comme un agent de renseignement. Mais un agent de renseignement, un analyste de renseignement. L'analyste de renseignement, et c'est typiquement dans la tradition germanique, qui est un peu la mienne, même beaucoup la mienne, parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé avec les services allemands, le Bundesnachrichtendienst, mais j'ai aussi travaillé avec les services anglo-saxons. L'idée du renseignement, c'est pas de faire plaisir aux gars qui vous écoutent. C'est d'arriver vers lui, le décideur politique, on est au niveau stratégique, donc l'interlocuteur c'est le ministre de la Défense, c'est le chef des armées, c'est ce niveau-là. Et donc, quand vous allez là, le but c'est pas de lui faire plaisir, c'est de dire écoutez, voilà l'image de la situation, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, c'est l'image. Et c'est sur cette image-là que vous allez baser votre décision. Ça veut dire en clair que si vous lui donnez une image fausse, sa décision sera fausse. Et ça, c'est un souci que n'a pas le journaliste. Le journaliste, il doit vendre un journal. L'analyste de renseignement stratégique, il n'a rien à vendre. Lui, il doit présenter une situation de façon à faciliter la prise de décision. Donc son point de vue doit être le plus objectif, le plus neutre, le plus factuel possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas de faire plaisir. On n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour aider. Et de là vient d'ailleurs un élément qui revient dans tous mes livres, c'est que de la manière dont on perçoit une crise découle la manière de la résoudre. C'est-à-dire que si vous faussez l'image au départ, vous êtes sûr que vous ne la résoudrez pas. Pourquoi on la fausse? C'est quoi les... Alors voilà, et c'est là le problème, c'est qu'en réalité, nos opinions se basent sur les médias. Les médias, eux, vendent leurs produits. Et il y a la concurrence, c'est valable pour la presse écrite, c'est valable pour les médias audiovisuels. On travaille dans une concurrence et il faut être le plus sanglant possible, il faut être le plus comme ci ou comme ça possible. Manichéen. Voilà, alors... Et effectivement, parce que vous prenez les médias audiovisuels, c'est le taux d'audience, donc il faut s'adresser à ce que la population va s'attendre à entendre, donc on répète toujours les mêmes messages, on ne se contredit jamais, on est toujours... Alors que vous voyez bien que des situations... la situation qu'elles sont en Ukraine, mais vous pouvez prendre la situation en Irak, en Afghanistan, etc. Vous voyez bien qu'on est dans des situations qui sont fluides d'ailleurs, qui évoluent, où les individus, enfin je veux dire les acteurs sur place, ont aussi des stratégies qui peuvent dérouter, comme les Russes qui quittent Kherson aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça déroute un petit peu, mais et ça dérange un narratif qui, lui, essaye toujours d'être blanc ou noir. Et la réalité, et c'est la réalité de la vie, et aussi c'est nos réalités de tous les jours, la vie, elle est dans les nuances de gris, elle n'est pas dans le blanc et noir. Très rarement, d'ailleurs, elle est dans le blanc et noir. Et pourtant, c'est ce qu'on nous propose. Et comme vous l'avez dit, on essaye de diaboliser quelqu'un parce qu'il faut évidemment que le méchant soit vraiment méchant. Très méchant. Pour justifier qu'on aille dans son pays pour aller tuer des gens, etc. Parce que le nombre de massacres que l'on a fait, et d'ailleurs, si vous regardez, moi en plus, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai une formation en droit humanitaire de l'université, enfin de l'Institut de la Croix-Rouge internationale, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Contrairement à ce qu'on dit, les Occidentaux ne font pas des guerres propres. Ils font des guerres même relativement sales. Déjà, est-ce que ça existe une guerre propre?
Non, mais on pourrait dire qu'on cible que les méchants et qu'on évite les civils, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et quand on commence à tuer des civils, eh bien, personne, d'ailleurs, il n'y a pas eu de procès pour toutes les exactions qui ont été commises en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs, et même sur notre continent, puisque je vous rappelle que des pays comme la Pologne, la Lituanie, etc., ont accueilli des centres de torture où les Américains, parce que les Américains n'ont pas le droit de pratiquer la torture sur leur pays, sur leur territoire, donc ils le font. C'est pour ça qu'ils ont Guantanamo d'ailleurs, une zone extraterritoriale sur laquelle ils ont une juridiction très floue, souple, on va dire, de façon à pouvoir pratiquer la torture sans que ça contrevienne aux lois intérieures d'une hypocrisie quand même assez... C'est plus que crasse. Enfin, j'entends... j'ai de la peine à comprendre qu'on ait encore des relations diplomatiques avec un pays comme ça. Mais bref, c'est comme ça. Mais la Pologne aussi. La Pologne pratique la torture, a pratiqué d'ailleurs des massacres en Irak. Personne n'a rien dit. Aujourd'hui, c'est devenu le fer de lance des droits de l'homme dans la guerre en Ukraine, alors que c'est un pays qui est loin d'être bon. Alors, ça nous conduit à avoir... Et ça conduit nos appareils politiques, nos médias, mais aussi nos opinions à avoir une notion assez, très émotionnelle d'un côté, mais aussi totalement sans repère par ailleurs. Parce que tout d'un coup, et on le voit, des pays comme les pays baltes par exemple, sont des pays qui ont toujours été à l'extrême droite. Toujours. C'est pour ça que les soviétiques les ont occupés en 1945. Je pense qu'encore maintenant, chez eux, il y a des commémorations chaque année. Alors voilà, justement. Alors aujourd'hui, comprenez, en Europe, on a des tas de lois qui interdisent la glorification du nazisme, etc. D'ailleurs, il y a une chose assez amusante, les Russes font chaque année... ils proposent à l'Assemblée générale des Nations Unies une résolution sur l'interdiction de la glorification du nazisme. Et en 2020, je peux me tromper sur les dates, mais il me semble que c'est 2020, il n'y avait que 2 pays qui avaient refusé cette résolution, c'était les États-Unis et l'Ukraine. Mais cette année, les Russes sont revenus avec une proposition de résolution, et il y a 51 pays qui ont refusé cette résolution. Ah oui. 51 pays. Alors évidemment, tous les pays européens. Donc, vous voyez, ça montre un peu l'évolution des choses, c'est-à-dire qu'il y a... La complexité aussi des choses. La complexité, mais aussi, comment dire, le fait que nous devenons finalement, j'allais dire presque pro-nazi quelque part. De facto, oui. De facto, vous comprenez, c'est là où ça devient extrêmement perturbant, parce que quand on parle de la glorification du nazisme, on parle de quelque chose qui a 70 ans, 80 ans, enfin bref, qui a fait ce qu'ils ont fait, bref, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Et ça veut dire que jusqu'à il y a 2 ans, tout le monde pensait que la glorification du nazisme, ce n'était pas une bonne chose. Puis tout d'un coup, maintenant, on pense que finalement, on peut quand même glorifier le nazisme. Et c'est là où, comment en 2 ans, tout d'un coup, on change. Le système de valeurs, entre guillemets, démocratiques, oui, bascule complètement. En même temps, on traite d'extrémistes de droite les gens qui pensent différemment. Donc, alors, je veux dire, c'est ça qui est ça fait partie alors des contradictions en plus, ouais. Parce que maintenant, le problème, à vrai dire, c'est pas seulement de savoir si on est pro-nazi, etc., c'est de savoir si on est pro-russe ou pas. Et vous avez une quantité de journaux, de médias et de médias mainstream, vraiment qui ont levé le drapeau rouge sur cette resurgence du néonazisme en Ukraine. Et depuis février, ça n'existe plus. On vous dit non. Non, mais on dit surtout, attendez, Zelensky, pardon. Zelensky est juif, donc voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que les gens pensent. Voilà, et sans penser que Zelensky pourrait être d'ailleurs instrumentalisé par des forces, d'ailleurs ce qui se passe en réalité, instrumentalisé par des forces en Ukraine. Seulement, on ne veut pas
parce que ce serait introduire une complexité supplémentaire dans la discussion, et ça voudrait dire introduire un doute, parce que finalement, si vous soutenez Zelensky, vous soutenez aussi ceux qui le soutiennent, n'est-ce pas? Et donc soutenir des néo-nazis. Donc ça, on ne veut pas. Donc de nouveau, d'une situation qui est dans les nuances de gris, on en fait une situation qui est blanc-noir. On va parler de ça parce que derrière ces fake news, il y a quand même parfois des objectifs occidentaux. Par exemple, la Syrie, moi j'ai appris, j'ai vraiment appris qu'il y avait quand même un objectif états-unien derrière, enfin occidental, qui était de diviser l'alliance, on va dire, entre Bagdad, Téhéran et Damas. Et donc, pour arriver à ça, la stratégie a été de s'allier avec les djihadistes. Exactement. Donc on est dans quelque chose de complètement surréaliste, puisque au bout du compte, on a quand même les attentats terroristes du Bataclan, et on a l'impression qu'on est devant une espèce de film d'horreur. Et ça devient, pour ajouter à votre confusion, eh bien... vous savez sans doute qu'il y a de ces djihadistes-là qui combattent aux côtés de l'Ukraine contre les Russes. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. On l'apprenait. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, effectivement, la problématique en Syrie, c'est que quand ils sont intervenus en Irak, les Américains n'ont pas... Ils pensaient démanteler un régime, mais ils n'ont jamais réfléchi à ce qui allait venir ensuite. Or, ce qui est venu ensuite est un régime, un système politique chiite, qui était composé d'ailleurs de beaucoup d'ex-Irakiens qui s'étaient réfugiés en Iran et qui sont revenus en Irak pour créer le gouvernement de l'après-Saddam. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran est un pays chiite, l'Irak devient un pays chiite ou à vocation politique chiite, et la Syrie est un pays à vocation chiite. Et si vous regardez la carte du Moyen-Orient, vous verrez que les Saoudiens, qui sont les alliés des Américains, et les Israéliens, qui sont les deux principaux piliers, ou je veux dire qui étaient, parce que aujourd'hui, il ne reste plus qu'Israël. Les Saoudiens ont tendance à se diriger vers l'Asie. Mais ces deux piliers de la présence américaine se trouvaient tout d'un coup encerclés par l'ennemi, les gouvernements d'obédience chiite. Et donc est venue l'idée de casser cette ceinture chiite. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et notamment en déstabilisant la Syrie. Et de nouveau, je n'invente rien du tout, et comme vous l'avez dit, pour mes ouvrages, je n'utilise jamais les sources du pays, par exemple la Syrie, la Russie ou l'Iran. Non pas que je pense que ces sources soient mauvaises, mais parce que mon but est de montrer combien nous sommes mal informés et que combien une information plus réaliste, plus objective serait possible avec uniquement l'information qu'on a en Occident si nos médias occidentaux faisaient leur travail. Ça veut dire que beaucoup d'informations que l'on a de rapports officiels américains, allemands, britanniques, sont tout simplement ignorées par les médias afin de construire un narratif. Et c'est ça que je veux montrer. Ce n'est pas de dire qui est gentil, qui est méchant, mais c'est de montrer que nous avons une information qui est délibérément falsifiée. Parce qu'il existe des rapports. Et comme je l'ai dit, bien souvent, les services de renseignement ne sont pas les plus acharnés à vouloir la guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple de l'Irak en 2002, la CIA était opposée à l'idée d'armes de destruction massive en Irak. C'est d'ailleurs pour ça que les établissements, par exemple le ministre de la Défense aux États-Unis, a dû créer un petit service de renseignement pour alimenter sa propre analyse
qui allait favoriser la guerre. Et c'est ce qui s'est fait exactement pour la guerre en Ukraine. En gros, une officine de propagande. Une officine, c'est pas une officine de propagande, c'est une officine qui sert à générer les analyses qui vont soutenir. C'est pas de la propagande, ils diffusent pas à l'extérieur, c'est uniquement à usage interne, mais c'est destiné à soutenir la politique de guerre en quelque sorte. Et c'est ce qu'a fait Anthony Blinken, par exemple, dans le département d'État. Mais pourquoi l'Irak? Parce que, je veux dire, les terroristes des attentats de New York étaient saoudiens. Je veux dire, pourquoi l'Irak? Pour comprendre ça, il faut voir, voilà, c'est ça, c'était des méchants. Donc il y a eu ces attentats du 11 septembre 2001, là, je ne vous apprends rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu évidemment des réunions de crise aux États-Unis pour savoir comment on allait répondre, qu'est-ce qu'on allait faire, etc., etc. Et le lendemain de cet attentat, il y a eu une réunion de crise à Washington et Rumsfeld, qui était le secrétaire d'État à la Défense, a dit « il nous faut faire quelque chose, on doit réagir, on ne peut pas simplement rien faire ». Et on voyait les talibans, on les voyait bien comme initiateurs. Ils sont visibles, hein, ceux-là. Voilà. Alors, le ministre de la Défense a demandé au chef des forces aériennes de dire est-ce qu'on pourrait faire quelques frappes en Afghanistan. Puis le chef des forces aériennes a dit mais en Afghanistan, on n'a pas assez de cibles. Et là, est-ce que c'est le secrétaire d'État à la Défense ou un de ses adjoints, je ne me rappelle plus exactement, maintenant je n'ai plus tout le détail en tête, mais il y en a un qui a dit dans cette réunion, qui a dit tant pis, s'il n'y a pas assez de cibles en Afghanistan, bombardez l'Irak. C'est donc qu'il fallait trouver... C'est tragique qu'on puisse décider comme ça de frapper un pays. On a détruit l'Irak. Après, on l'a totalement détruit et beaucoup de gens... D'ailleurs, je crois qu'il y avait à peu près 40% des Américains qui, en 2003, pensaient qu'on allait en Irak parce que l'Irak avait été impliqué dans le 11 septembre. Et on a créé ce narratif justement pour qu'il y ait un soutien politique à une action qui n'avait ni queue ni tête. Et le problème qu'il y a, c'est-à-dire vous avez eu le même phénomène en France après enfin même avant, à vrai dire, les attentats de 2015. En fait, c'est l'idée qu'il faut faire quelque chose contre le terrorisme. On doit montrer à la population qu'on agit. Qu'on est. Et cette volonté, elle est d'autant plus grande qu'on est impuissant à régler les problèmes internes. Et voilà. Et ça a été le problème avec Sarkozy et la Libye avant. Ça a été le problème avec François Hollande et son engagement en Irak. Il n'y avait aucune raison d'aller en Syrie et en Irak, oui, les deux sont parallèles. Il n'y avait aucune raison d'y aller en réalité. La France n'avait aucune raison. Donc selon vous, c'est une sorte de diversion par rapport aux problèmes internes du pays? Voilà. Disons que c'est ce qui explique, parce qu'il n'y a aucune raison objective. En 2014, lorsque François Hollande décide de s'engager en Irak d'abord, ensuite la Syrie, mais en Irak, il n'y avait eu aucun attentat terroriste concernant la France. Et quand bien même il y aurait eu des attentats, ça aurait pu être des individus. Les auteurs du 11 septembre étaient pratiquement tous saoudiens. Il n'y avait aucun Afghan. Et donc on a attaqué un pays, l'Afghanistan, parce qu'un groupe d'individus dont on ne savait absolument pas qui, et à mon avis, personne ne leur a donné d'ordre, ces 19 copains, entre guillemets, qui ont décidé entre eux qu'ils allaient faire quelque chose pour venger, d'ailleurs, des frappes qui avaient été très injustes. C'est des frappes qui avaient été faites en août 1998 contre l'Afghanistan et le Soudan, après les attentats de Dar es Salaam et de Nairobi. Et là aussi, d'ailleurs, on pourrait reprendre sur le fait de la gestion de crise interne-externe. C'est à l'époque où Bill Clinton était dans l'affaire Lewinsky. Et il était très sérieusement menacé d'impeachment, donc de destitution. Et juste avant d'être interviewé par ce qu'on appelle le grand jury, qui était le jury qui devait voir son intégrité, pas son intégrité, mais sa droiture, etc. Juste avant, il a ordonné des frappes après ces deux attentats. Mais on ne savait pas qui étaient les auteurs de ces attentats.
Donc Bill Clinton a simplement dit frapper quelque part. Donc on a frappé le Soudan et on a frappé l'Afghanistan. Mais sans savoir rien du tout. Et ces 19 Saoudiens ont décidé de venger, en fait, ces frappes qui avaient été décidées à partir de rien du tout. Et ces 19 Saoudiens, enfin ils n'étaient pas tout à fait 19, il y avait la plupart, je crois qu'il y avait 15 Saoudiens et les autres étaient des Libanais, enfin bref, peu importe, mais il n'y avait en tout cas pas d'Afghans. Mais, et le problème c'est que les Occidentaux, quand ils ont vu les dégâts du 11 septembre, ils ont dit mais ça peut être que le résultat d'une organisation monumentale. Donc il doit y avoir des chefs, il doit y avoir des trucs, etc. Donc l'Afghanistan. Et on a frappé l'Afghanistan, finalement, alors qu'ils n'ont été absolument pas impliqués dans cet attentat, que c'était même pas de leurs ressortissants, et que ces ressortissants avaient décidé, même pas d'ailleurs, je pense qu'il serait même faux d'accuser l'Arabie Saoudite de ça, personnellement. Parce que je pense que ce groupe peut-être bien qu'il a glané quelques dollars de ci, de là, de personnalités du monde saoudien. Mais ce n'est pas le gouvernement saoudien qui a dit « Allez, on va frapper les États-Unis », n'est-ce pas? Donc, on a attribué finalement des torts à des pays et on les a frappés et on a créé des millions de déplacés, des milliers de morts, simplement sans aucune raison. Littéralement aucune. Mais donc pour reprendre ce que vous disiez, donc selon vous, est-ce que le gouvernement en fait n'écoute pas leurs services de renseignement, jamais, pour décider de leur politique extérieure, ou visible en tout cas? Je ne dis pas qu'ils n'utilisent pas de manière opérative pour arriver à leurs biens, mais ils ne basent pas leurs décisions politiques sur les renseignements qui leur sont donnés factuels. Alors ça, c'est une excellente question, et c'est une question que j'aborde d'ailleurs dans mes 2 ouvrages, et dans tous mes ouvrages, parce que, dans le fond, un service de renseignement est un outil de l'état de droit. N'est-ce pas? Quand Rousseau, Voltaire, Montesquieu, etc. ont élaboré l'idée des États des Lumières, ou les gouvernements des Lumières, l'idée c'est d'éclairer la décision. C'est-à-dire qu'on n'a plus des décideurs qui tirent leur intuition de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, mais qui basent leurs décisions sur des faits, sur des besoins, sur les besoins du peuple, sur les besoins de la société, sur les besoins de la nation, etc. Et ça, c'est les Lumières. Et si vous voulez, dans le prolongement de cette idée, vous avez le service de renseignement. Le service de renseignement, notamment stratégique, il est là pour éclairer la décision du chef. Il est là pour lui dire, voilà la situation telle que, du mieux qu'on puisse, c'est la situation que l'on a. Et il faut prendre la décision à partir de cette image-là, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être neutre, objective, etc. Et ça, ce travail-là, il est essentiel parce qu'il donne une légitimité à la décision. Le problème, il y a 2 problèmes, en fait. Le premier, c'est qu'il faut avoir de bons services de renseignement. Ça, c'est le premier point. Et quand on parle du terrorisme, c'est comment vaincre le terrorisme djihadiste. Parce que ce qui se passe dans le terrorisme djihadiste, c'est qu'il y a des logiques différentes. Des logiques qui ne sont pas les nôtres, qui sont des logiques qui ont leur propre, si vous voulez, dynamique, leur propre développement. Et nous n'avons pas été jusqu'à maintenant en mesure de décrypter ces logiques ou de travailler en fonction de ces logiques-là. Ça de la comprendre, donc. Voilà, de comprendre. D'ailleurs, je vous rappelle que renseignement en anglais se dit intelligence. Intelligence vient du latin intellegere, comprendre. Intelligence, le renseignement, c'est comprendre la situation. Et c'est le b.a.-ba de la guerre. Si vous voulez comprendre, si vous voulez faire la guerre, vous devez comprendre votre adversaire. Vous devez savoir comment il va réagir, comment il pense, comment il va, quelle est sa vision à la fois de la guerre, du combat, mais aussi du monde, etc. Vous devez comprendre ça. Et c'était mon travail d'ailleurs, quand je travaillais sur les pays de l'Est, c'était de comprendre la logique des pays de l'Est et du monde communiste à l'époque. Donc vous devez vraiment chausser les babouches
de votre adversaire et puis vous mettre vraiment à sa place et essayer de comprendre. Or ça, c'est une chose qu'on a été incapable de faire avec le terrorisme. En grande partie parce que le terrorisme est une chose qui nous choque tellement qu'on a tendance à y répondre émotionnellement, alors que on devrait prendre du recul et se dire maintenant comment est-ce qu'on traite le problème, quelle est l'approche de nos adversaires et comment est-ce que nous voulons contrer cette approche. Il faut trouver le vrai opposé, parce que sinon on se parle pas, on se rencontre pas en fait. C'est d'ailleurs exactement la raison pour laquelle le terrorisme n'a fait qu'augmenter. On n'a fait que générer du terrorisme en voulant le combattre. Justement, vous dites que les occupations des pays concernés, donc que ce soit la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, c'est parce que les Occidentaux occupaient le pays. Vous avez fait le lien, en tout cas, que le terrorisme s'est aggravé. Alors, et s'est accentué. Il s'est accentué, et ça, de nouveau, c'est pas moi qui le dis. L'État islamique avait un système de propagande qui est extrêmement élaboré, et qui est extrêmement intéressant aussi à consulter, parce qu'il vous explique comment il pense. Pas. Dans les communiqués qu'ils font. Dans les communiqués, mais aussi dans les émissions. Alors il y a des choses qui sont, je dois dire, qui sont extrêmement pénibles à voir. Mais à côté de ces passages particulièrement ignobles, vous avez un message. Et le message vous explique comment ils réfléchissent et pourquoi ils font les choses. Et aussi, accessoirement, pourquoi ils font ces horreurs. Il y a une logique derrière. Alors la question, ce n'est pas d'accepter. Expliquer ou comprendre n'est pas justifié. Comprendre, du coup, on peut agir. Mais comprendre permet d'agir, et d'agir sur le bon levier. Pas sur un levier qui va engendrer davantage de haine, davantage de radicalisme, davantage. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France en réalité. Les différents Samuel Paty, etc., tout ça on aurait pu éviter, le Charlie Hebdo on aurait pu éviter si on avait su décrypter la manière dont pense. Oui, mais c'est tellement simple, en fait, comme c'est ça que je comprends pas bien, moi. Le problème, c'est que, de nouveau, ça nuit à un narratif, n'est-ce pas? Et vous avez d'ailleurs Manuel Valls l'a dit lui-même, expliquer, c'est justifier. C'est un raccourci extrêmement court. C'est un raccourci extrêmement court, mais c'est effectivement ce qu'il a dit, donc, ou comprendre, c'est justifier, enfin, un des deux. En fait, on pourrait appliquer cet adage-là exactement à la guerre en Ukraine. Exactement. Voilà. C'est la même chose. On va passer à ce sujet. Non, mais et ça, c'est toute la problématique qu'il y a dans notre manière d'appréhender l'actualité. C'est que si pour nous, expliquer signifie approuver, alors on est dans la guerre perpétuelle, parce qu'il n'y a plus de discussion possible. La situation n'est pas noir et blanc, et qu'il suffit, et là je dois rendre un certain hommage quand même aux médias anglo-saxons, qui sont l'essentiel de mes sources, et j'abandonne pratiquement totalement, sauf pour trouver les mauvais exemples, dans les médias, et surtout les médias d'État. C'est la RTBF, c'est la RTS en Suisse, c'est France 5, etc. en France, où on a littéralement de la désinformation, parce qu'ils arrivent à vous dire des choses que le Washington Post a démenti 2 jours avant. On a délibérément écarté. Parce que quand vous avez le Washington Post qui vous dit quelque chose, souvent ça vient de Reuters, enfin d'ailleurs c'est toujours Reuters, AP et AFP, grosso modo. En gros c'est ça. Et même Reuters vous dit des fois des choses qui remettent en question le narratif, qui sont vous-même à l'encontre du narratif qu'on vous raconte sur nos chaînes d'État. Donc ça veut dire que, et ils reçoivent ça. Ça, sans aucun doute, parce que ça, c'est vraiment les grands fournisseurs d'informations. Donc ça veut dire qu'on choisit délibérément l'information qu'on va transmettre au public et qui doit être, justement, qui ne doit pas être dans les zones de gris, qui doit être uniquement dans un secteur. Et
Et c'est frappant, je l'indique à plusieurs reprises dans mes ouvrages d'ailleurs, vraiment des informations qu'on a eues à la télévision suisse romande par exemple, qui étaient démenties 2 jours avant dans les médias américains. Donc on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. On la publie quand même. Mais on la publie quand même. Pas les Suisses. Pardon ? Pas les Suisses. Les Suisses ne savent pas que c'est faux, donc on peut se permettre de le diffuser. Ah ben alors, justement, nous sommes des démocraties. Littéralement, le pouvoir du peuple. Or, nous acceptons finalement que nos gouvernements nous mentent. On ne fait rien pour changer ça. On ne fait rien, on pleure parce que le climat ceci, l'Irak cela, les victimes là, etc. Mais on ne fait rien. Regardez, la raison pour laquelle Vladimir Poutine est intervenu en Ukraine, c'est que la population du Donbass a été pendant 8 ans pilonnée par l'artillerie ukrainienne, que les accords de Minsk n'ont jamais été mis. C'est ça la raison. L'OTAN, tout ça, c'est des choses que les Russes pensaient régler diplomatiquement. Donc le problème, c'est en fait la protection de la population. Mais aujourd'hui, personne n'en parle. Parce qu'il faut conforter un narratif. Et pendant toutes ces années, il fallait montrer que la Russie, c'était les méchants. Donc, les gens du Donbass qui se font massacrer, à vrai dire, c'est littéralement, ce sont des Untermenschen, n'est-ce pas, comme disaient les nazis pendant la guerre. Ce sont des sous-hommes, c'est-à-dire des gens dont la vie ne préoccupe personne. Personne ne se préoccupe de leur vie. On a laissé se faire massacrer ces gens-là. Et les Russes, au bout d'un moment, eh bien, ils sont venus en aide d'une population pour lesquels, une population frère, exactement, ou sœur, parce qu'ils se sentent, ils sentent une communauté de valeurs, de liens historiques, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils sont intervenus. Mais nous avons accepté, en réalité, le problème, c'est pas le 24 février, le problème, c'est tout ce que nous avons toléré et ce que nos médias ont toléré avant. Et vous verrez, on aura le même problème un jour ou l'autre avec les Palestiniens. C'est le même problème. Parce qu'à force de penser que les Palestiniens sont des gens qui méritent qu'on les bombarde, un jour, tous ces gens dont on a accepté le massacre, en réalité, on n'a strictement rien fait, puis un jour, ça explose, la situation explose, littéralement. Nos pays, nos démocraties devraient avoir la sagesse d'examiner le monde avec recul, avec la diversité de regards que nous offre la démocratie, nous permettre d'avoir une vision plus pluraliste de l'image de la situation, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Petite question, est-ce que selon vous, je vais être un petit peu peut-être méchant avec la population en général, est-ce que les gens ne demandent pas justement qu'on leur donne du blanc ou du noir, du simplifié? Je remarque quelquefois en parlant avec certaines personnes, pas de monitoration direct, quand des fois j'essaie d'introduire un petit peu de nuance dans une analyse, ça les emmerde en fait. Parce qu'il faut réfléchir. Vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est un vrai... Je crois que vous mettez le doigt sur un problème essentiel, c'est-à-dire celui où je voulais venir, c'est que la population se désintéresse totalement du reste du monde, en réalité. On se désintéresse totalement du reste du monde. Il n'y a aucun intérêt ou compassion pour les autres, etc. Rien. Zéro. Tout ce qu'on fait, c'est pour se satisfaire soi-même ou satisfaire sa bonne conscience. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on a des gens qui se désintéressent d'ailleurs de la chose publique, finalement. Et d'ailleurs, ce que vous dites me rappelle une vidéo de l'État islamique, parce que l'État islamique, quand il a fait ses attentats en France, le but était... Et il l'explique dans plusieurs vidéos d'ailleurs, il explique qu'il voulait en fait pousser la population française à demander au gouvernement d'arrêter leur intervention en Irak et en Syrie. C'est ça le but. Mais ce qui est intéressant, dans une des vidéos, ils disent, et finalement c'est bien observé, ils disaient, vous... Si c'est pour une semaine de congé payé ou votre salaire, vous descendez dans la rue pour manifester. Mais si c'est pour empêcher qu'on bombarde des Arabes dans le monde, vous faites rien. C'est très juste.
Oui, mais il y a eu des manifestations, c'est arrivé. Contre les guerres, en tout cas contre... Il y a eu des manifestations, mais le but... Alors, de nouveau, je ne suis pas ici pour vous dire que l'État islamique est la voie de la raison. Comprenez-moi bien. Ni même la source objective. Mais ça montre leur perception. Et une perception qui n'est pas complètement fausse, parce que c'est vrai que on est plus, et quand vous regardez les manifestations qu'il y a un peu partout aujourd'hui, d'ailleurs il y a des manifestations contre la guerre en Ukraine parce qu'elles touchent nos poches, en réalité. Et c'est maintenant que les gens commencent à voir que les conséquences de cette guerre, mais personne, après il y a eu l'été, il y a eu tout ça, donc les gens ont laissé passer un peu les choses. Et finalement, c'est en automne, quand le problème tout d'un coup surgit, que les factures d'électricité augmentent, c'est là que les personnes réagissent. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et les gens sont contre la guerre en Ukraine, mais parce que ça les touche. En réalité, ils s'en fichent complètement. Ils sont contre la guerre en Ukraine, on est encore quand même dans un narratif où si on pense un peu différemment, on est pro-russe. Et... On est d'accord, mais quand vous regardez ce qui se passe, par exemple, alors de nouveau, je me réfère à ce qu'on a vu en Tchéquie, en Italie, maintenant je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est en Bulgarie ou en Moldavie, où on a eu ces réactions disant mais maintenant il faut arrêter de faire ça parce qu'il y a des effets de domino et en fin de compte, le dernier domino, c'est nous. Et donc les gens sont, à vrai dire, ils s'en fichent un petit peu de ce qui se passe en Ukraine, mais ils comprennent bien que tant qu'il y a la guerre en Ukraine, eux vont en payer le prix. Et c'est la raison pour laquelle... À cause de nos propres sanctions. Hein. À cause de nos propres sanctions, en grande partie. Et il y en a encore qui continuent à vouloir maintenir ces sanctions. Voilà, alors c'est assez absolument incroyable. Et il y a un bon sens populaire qui fait dire arrêtez ça et trouvez autre chose pour trouver une solution, mais continuer la guerre, ça suffit. Le problème, c'est que c'est justement pas le narratif qu'on veut entendre. Du coup, quand vous avez même Kissinger qui, au mois de mars, c'est mars ou avril, avait dit qu'il fallait s'engager sur la voie de la négociation, tout de suite ostracisé, il a été mis sur un site de hit list, comme on dit en Ukraine, parce que tout simplement il proposait de s'asseoir et de discuter, n'est-ce pas ? Et tous ceux qui ont proposé ça depuis sont considérés comme des conspirationnistes, comme des pro-Poutine, hein. Pro-Poutine, des poutinolâtres, etc. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu dans une interview que vous avez donnée, une interview écrite, où vous disiez que les États-Unis, en fait, ont déconseillé aux Européens de prendre des sanctions Tout à fait. Par rapport à l'énergie. Oui. Et nos gouvernants le font quand même et continuent à maintenir ces sanctions. Exactement. Au mois d'avril, les Occidentaux... Alors déjà, il faut savoir que déjà, il y a une année, au moment où on pensait que les Russes pourraient préparer quelque chose, etc., on avait déjà parlé de sanctions. Et ce qui était venu immédiatement à l'esprit de nos dirigeants, c'est les sanctions contre les produits pétroliers. Et déjà là, les Américains avaient dit... touchez pas aux produits pétroliers, parce que ça va totalement déséquilibrer le marché. Et ça, c'était les réflexions, évidemment, d'avant la guerre. Puis ensuite, il y a eu la guerre, et les Européens sont revenus sur la question d'un embargo sur les produits pétroliers russes. Et là, c'est Janet Yellen, la ministre au Trésor américaine, qui est venue et qui a dit aux Européens, ne faites pas ça. Ne faites pas d'embargo sur le pétrole russe, parce que vous allez totalement déséquilibrer le marché, et c'est l'ensemble des pays occidentaux qui vont payer le prix. Et finalement, comme vous le savez... Et en plus, ces sanctions n'ont servi absolument pas à grand-chose. Hein. Elles ont servi même à rien du tout. En fait, elles ont eu comme seul effet d'encourager les Russes à diversifier leur industrie. C'est-à-dire, c'est le modèle de ce qui s'est passé en 2014. En 2014, alors que les Russes n'étaient pas intervenus dans la crise ukrainienne, mais
on les a quand même sanctionnés. Bon, c'était à cause de la Crimée. Et parmi ces sanctions, il y avait le fait qu'on ne leur livrait plus de produits agricoles, etc. Dont les pommes et les poires. Dont les pommes et les poires. Je me rappelle que cette année-là, on avait un excédent de pommes partout. Exactement. C'est nos paysans qui en ont souffert. Et qu'est-ce qui s'est passé en Russie? La Russie est un pays immense. Ils n'achetaient pas de pommes, non pas parce qu'ils n'arrivaient pas à les produire, mais tout simplement parce que pour eux, c'est plus rentable de les faire venir d'Europe. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où l'Europe livre plus, ben, ils les produisent. Ils ont tout l'éventail des climats possibles sur leur immense territoire et ils ont tout simplement produit des pommes. Et maintenant, ils sont des producteurs de pommes. Mais ça a été la même chose avec le blé. Parce que avant 2014, la Russie n'était pas un grand producteur de... Enfin, ils produisaient pour leur... C'est pas un grand exportateur. L'Ukraine, justement, qui produit. L'Ukraine produisait beaucoup. Maintenant, j'ai plus exactement le rapport entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 2014, la Russie produisait certainement pour ses propres besoins, mais n'était pas un grand... Était un 12e exportateur. Je pourrais me tromper là-dessus, mais grosso modo, 12e exportateur mondial. Mais... avec les sanctions qu'on lui a imposées, ben, elle a décidé de tout produire elle-même, et maintenant, la Russie est le principal exportateur. Donc on a rendu la Russie autonome. On a rendu la Russie autonome. Les sanctions, à vrai dire, dans l'histoire, les sanctions n'ont jamais été efficaces. Jamais. Elles ont conduit à polariser des situations, et elles ont conduit les pays à finalement... être autonome. D'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que l'Iran a fourni des drones à la Russie, qui produisent leurs voitures, etc., avec l'aide des Chinois, avec l'aide d'autres. Ils produisent leur propre... Ils ont une propre industrie aéronautique, etc. Donc, en réalité, au lieu d'être de nos clients, ce sont devenus des fournisseurs. Est-ce que, du coup, l'Europe ne va pas, du coup, s'effondrer, puisqu'on n'a aucune ressource, à part du savoir-faire, un peu du vin, du fromage et du saucisson, d'accord, mais on n'a quand même plus aucune ressource en Europe. Bon, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais l'Europe sortira certainement affaiblie de cette histoire, pas renforcée. Moi, je pense que les humains, quels qu'ils soient, sont suffisamment ingénieux et imaginatifs pour rebondir sur des situations. Si les Russes ont rebondi par rapport aux sanctions, les Européens rebondiront par rapport à l'effet boomerang des sanctions. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, on s'y retrouvera. Le problème, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est que jusqu'à ce qu'on ait rebondi totalement, il y a une période de creux qui va affecter une bonne partie de la population. C'est nous ou nos populations qui vont payer le prix de ce creux et du rebond. Alors qu'en réalité, on aurait pu avoir une jolie trajectoire toute droite si on avait simplement pensé... Parce que, n'est-ce pas, ce qui m'a frappé avec la réaction par rapport à l'Ukraine... On peut discuter sur la pertinence d'attaquer l'Ukraine ou pas. Il y a des points de vue, etc. Bon, on peut discuter là-dessus. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'une organisation supranationale comme l'Union européenne s'implique comme acteur dans le conflit. Au lieu de, ce qui à mon avis est le privilège d'une organisation supranationale, c'est de pouvoir avoir du recul, de pouvoir regarder les choses de haut, et puis de jouer l'arbitre au lieu de jouer un des joueurs. Oui, exact, le médiateur. Ouais, c'est ça, oui, quand je dis arbitre, j'entends effectivement ça. Donc c'est-à-dire pouvoir se dégager de l'esprit partisan et puis justement d'offrir des services et puis voir comment on peut régler la situation. Après, on peut avoir des sensibilités pour l'un ou pour l'autre, c'est un autre problème. Mais là, pas du tout. Il n'y a eu absolument aucun effort dans ce sens-là. Depuis le début, on est parti droit pour se mettre sur le terrain avec les joueurs, n'est-ce pas? Et ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous regardez, il semblerait qu'il y ait des négociations qui se font entre Américains et Russes. Ben, ça se fait entre Américains et Russes. L'Europe est totalement absente de ces discussions. Et ça va même plus loin parce que moi, j'ai beaucoup de contacts
avec l'Afrique, parce que j'y habitais, mais aussi l'Afrique du Nord concernant le terrorisme, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui me suivent dans ces pays-là. Et les déclarations de Joseph Borrell qui dit « l'Europe est un jardin et puis le reste c'est la jungle », alors pour nous ça nous amuse, mais quand vous regardez ça avec l'œil africain, vous dites « mais ces gens sont qui ?» Ils se pensent supérieurs. Ils se pensent supérieurs. On est dans exactement, et c'est d'ailleurs, ça illustre exactement la philosophie dans laquelle on a abordé la guerre en Ukraine. On a cet esprit des colonisateurs, des conquistadores du XVIe siècle, où on a la bonne parole, et ceux qui ne la veulent pas, on les met au bûcher, et terminé, on les décapite. Et on a cette idée qu'il n'y a qu'une seule manière de voir les choses, c'est la nôtre. Et c'est la question que je pose d'ailleurs dans le livre Opération Z, c'est pourquoi est-ce que le conflit ukrainien est plus condamnable que les autres, en réalité ? Alors qu'on a commis combien de crimes, combien de massacres, combien de choses, et personne n'a été inquiété. On a même décoré les gars qui avaient fait des massacres. Et quand vous prenez Julian Assange, qui a dénoncé des crimes, il a fait plus de prison que tous les auteurs des crimes qu'il a dénoncés cumulés. C'est assez fort. Oui. Il y a quand même quelque chose qui ne joue pas, et ça montre que nos crimes sont des bons crimes, ceux des Russes sont des mauvais crimes, ceux des autres, grosso modo, ceux qui sont dehors du jardin, eux ne font que de mauvais crimes, n'est-ce pas ? Et c'est là où les choses ne jouent pas. Et ça, c'est, je pense, ce qui est en train, le paradoxe de toute la situation qu'on a aujourd'hui, c'est que notre intransigeance à voir ce conflit avec un regard strictement presque colonialiste quelque part, fait que le reste du monde aujourd'hui a réalisé qui nous sommes. Et quand on voit les tentations qu'il y a de grands pays qui sont traditionnellement nos amis ou alliés. J'ai cité l'Arabie Saoudite tout à l'heure, qui a quand même refusé aux Américains d'augmenter la production de pétrole et qui, au contraire, a baissé la production de 2 millions de barils par jour. C'est une gifle à l'égard des Américains qui est absolument incroyable. Et les rapports qui sont améliorés, Xi Jinping qui est allé visiter l'Arabie Saoudite, etc. Donc on voit que cette partie du monde qui nous était plus ou moins favorable est en train de glisser de l'autre côté parce qu'ils ont compris que finalement nous ne tenons pas parole. Finalement les choses vont bien tant que les gens font ce que nous voulons qu'ils fassent. Et finalement aussi, on exige des autres, parce que c'est aussi un aspect des sanctions, où les sanctions contre la Russie ne peuvent fonctionner que si l'ensemble du monde applique les sanctions. Si vous avez que 2-3 pays qui le font, ou même une trentaine de pays, ça ne suffit pas. Donc il faut que... Et donc ça veut dire que le reste du monde doit finalement adopter la politique de ce petit noyau qui représente la portion congrue de la planète. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le ministre indien des Affaires étrangères, qui est une personnalité absolument remarquable, qui disait lors d'un colloque en Europe de l'Est, je peux me tromper, il me semble que c'est à Budapest, où il a dit: il faut que l'Europe arrête de penser que ses problèmes sont les problèmes du monde. N'est-ce pas? Parce que c'est ça, en fait. C'est remarquable. Et le problème, c'est que l'Inde, ce n'est pas un pays insignifiant. C'est pas un pays insignifiant. Non seulement c'est 1,5 milliard de personnes, mais c'est un potentiel intellectuel d'innovation qui est absolument remarquable. Et donc, que des pays comme ça nous regardent comme ça,
à mon avis, ça devrait nous inquiéter très sérieusement. Et ça, nos dirigeants ne semblent pas avoir réalisé ça. Ils vivent encore dans leur petit microcosme qui est là, c'est le continent européen, et on n'a pas du tout compris que le reste du monde nous regarde de manière très critique dans ce conflit. Et je pense qu'effectivement, on est encore beaucoup dans une période post-coloniale où on a encore cette idée que, oui, on a apporté le savoir à ces pauvres sauvages, etc. Ils se débrouillent un petit peu, mais enfin bon, c'est quand même pas encore au niveau, quoi. C'est ça. Oui, non, mais on est aussi des porteurs, les inventeurs, non pas les inventeurs, mais les porteurs de la démocratie, des droits, des droits de l'homme et tout ça. Donc on se cache un petit peu derrière ça, mais et là en encore, attendant... là encore, il y a une perception qui est assez amusante. Comme je l'ai dit, je suis suisse. Bon. Et je dis souvent en France, je dis, vous savez, quand je regarde la démocratie française avec les yeux d'un Suisse, je ne vois qu'une monarchie élective. Ben, surtout pour le moment, oui. Oui, mais j'ai de la peine à voir, et comparaison n'est pas raison, mais en définitive, qu'est-ce qui est différent dans le système français du système russe? Mais beaucoup de gens croient, et donc c'était une question que j'avais envie de vous poser, beaucoup de gens croient que Poutine est un monstre, Poutine est fou. Donc c'est comme ça qu'on le décrit, en tout cas justement dans les médias, dans la plupart des médias. Et est-ce qu'il est fou, Poutine? Écoutez, quand on regarde les opinions sur Poutine, et je me base de nouveau sur des chiffres qui sont pas les chiffres d'État. Tous les statistiques que j'évoque dans mes ouvrages sur la Russie sont données par le Centre Levada. Le Centre Levada est un centre qui est considéré comme agent étranger en Russie et qui est en procès contre le gouvernement, enfin bref. Donc on peut a priori pas les accuser d'être pro-gouvernementaux. Et quand vous regardez, ils tiennent une statistique de la popularité de Vladimir Poutine. Vous remarquez qu'il n'est jamais descendu en dessous de 60% depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Jamais. Et que en janvier 2022, en janvier de cette année, son taux de popularité était à 69%. Et il est monté à 83% pendant la guerre en Ukraine. Il est redescendu après l'incident de Kharkov au début septembre. Il est redescendu très légèrement à 77%. Ça reste. Donc ça veut dire que pour les Russes, à tort ou à raison, ils ont confiance dans Poutine. Et quand vous voyez la manière dont Poutine s'exprime dans des débats publics d'ailleurs, où le public peut poser des questions, etc. Il ne donne pas l'impression d'être si farfelu que ça, en réalité. Son discours est posé, logique, cohérent. Pragmatique même, genre. Même très pragmatique, oui, je pense aussi. Je ne pense pas que ce soit un fou. Je pense que c'est quelqu'un qui est très... Alors après, il a évidemment une culture derrière lui, il y a une manière de traiter les problèmes. Les Russes ne sont pas des Suisses. Il y a une autre manière de traiter les choses. C'est leur manière. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'aussi fou, d'aussi irrationnel qu'on a essayé de le dire. Et le problème, c'est qu'avec tous ces discours sur l'irrationalité, il est fou, etc., on s'est fermé la porte de la discussion, du coup. Ah oui, ça va être difficile de revenir à la table de négociation après avoir dit tu es fou, mais je vais quand même discuter. Voilà, c'est ça. C'est très difficile. Ça devient très difficile, et c'est là où vous pouvez... Alors, que tel ou tel éditorialiste dise il est fou, bon... Mais les gens le pensent sincèrement. Je veux dire, parce que c'est la seule information qu'on a, n'est-ce pas? C'est tout. Mais en réalité, quand on regarde des choses, on s'aperçoit qu'il y a un beaucoup plus grand pragmatisme. Et d'ailleurs, la situation de la Russie, l'idée sous-jacente qu'il y avait en Ukraine et aux États-Unis, de nouveau, je ne dis pas ça à la légère parce que ce sont des sources ukrainiennes qui l'ont dit, notamment Alexei Arestovitch, qui est un des conseillers de Zelensky. L'idée était de créer une situation qui allait rendre presque
nécessaire, voire obligatoire, l'intervention de la Russie. Et que sur la base de cette intervention, les Occidentaux allaient appliquer tellement de sanctions sur la Russie qu'elle allait s'effondrer. Ce qu'avait dit Bruno Le Maire, d'ailleurs, à la télévision. C'était ça l'idée. La stratégie, en tout cas. C'était ça, voilà, exactement. Et en fait, les Ukrainiens, en lançant cette provocation, parce qu'il y a eu effectivement une provocation dès la mi-février, en bombardant de manière beaucoup plus intense, et de nouveau, même le Crisis Center, qui est financé par George Soros, donc qui est a priori pas pro-russe, mais eux-mêmes ont constaté cette augmentation radicale des frappes sur le Donbass. L'idée de ces frappes, et l'idée aussi, et la raison pour laquelle l'essentiel de l'armée ukrainienne était massé aux portes du Donbass, c'était de faire cette provocation et de créer les conditions pour que les Russes s'attendent à une intervention dans le Donbass et donc interviennent, eux, de manière un peu préventive, on ne va pas jouer sur les termes maintenant. Et les Ukrainiens se sont lancés dans cette provocation en se disant qu'ils n'auraient pas longtemps à se battre. Ils pensaient que la guerre allait durer quelques jours, au pire quelques semaines, qu'il n'y aurait même pas de guerre, à vrai dire, parce que les sanctions allaient tout simplement empêcher la Russie de faire la guerre. Donc ça, c'est intéressant comme point de vue. Donc, selon vous, la guerre ici entre la Russie et l'Ukraine est un coup d'État avorté des Occidentaux contre la Russie? Oui. Voilà. Ça. Le but a été d'ailleurs dit et d'ailleurs continue à être dit. On continue à le dire. Le but, c'est de provoquer une situation inflationniste, une situation économique impossible en Russie, qui pousse la population à se révolter contre le gouvernement. Et donc pour changer de régime. Pour changer de régime, pourquoi littéralement renverser Poutine. D'accord, mais derrière, il y a quoi comme objectif? S'emparer des ressources Non. Non. C'est quoi l'objectif derrière? L'objectif, c'est de neutraliser la Russie. D'accord. Après, il y a d'autres choses qu'on peut accoler à ça, parce qu'il y a d'autres projets, qui sont d'ailleurs des projets qui ont été faits avec la bénédiction d'ailleurs de l'Union européenne, ce qu'on appelle la décolonisation de la Russie, c'est-à-dire le morcellement de la Russie, un peu d'ailleurs sur le modèle de ce qu'ont voulu faire les Américains en Syrie. Tout à fait. C'est-à-dire la découper en zones. Il y a une zone kurde, d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'on a fait, alors que les Kurdes n'ont aucune histoire en Syrie, en réalité. Peut-être dans une toute petite frange au nord, mais certainement pas dans toute la zone qu'on avait. Une zone chiite et une zone sunnite. Voilà. Et l'idée, c'est de fragmenter la Syrie. Et pour la Russie, il y a exactement le même schéma qui existe, puisque, comme vous le savez, la Fédération de Russie, à part le fait que c'est une fédération on pourrait dire d'États, il y a des populations qui sont sur ces États, des populations très diverses, pas tous les noms en tête en ce moment, et l'idée, ce serait de redonner à ces populations, de recréer des États à partir de chacune de ces populations. Oui, donc vraiment fragmenter la Russie. Fragmenter la Russie, la faire éclater. En fait, exactement, comme on a fait pour la Yougoslavie d'ailleurs. La même chose. Et il y a des plans qui existent, vous avez d'ailleurs des cartes qui existent, la décolonisation de la Russie avec les différents États et qui pourraient être, etc. Et il y a eu une conférence qui a été tenue à Prague, sauf erreur, cet été, sur la décolonisation de la Russie, avec des représentants des différentes... Donc on est vraiment sur un schéma de subversion par rapport à la Russie. Mais ça, je ne pense pas que cette décolonisation était l'objectif primaire de ce qu'on voulait faire avec la provocation. L'idée, c'était de faire s'effondrer l'économie russe, de façon à ce que la population se révolte contre Poutine et le remplace. Un régime favorable à l'Occident, par exemple. Exactement. C'est ça l'idée. Et le problème, et c'est là qu'on voit qu'en réalité, Poutine a réagi avec un pragmatisme extraordinaire, parce qu'il a réussi à juguler
parce que le rouble s'est effondré pendant un jour ou deux, mais il est remonté immédiatement grâce à l'effort. La directrice de la Banque centrale russe, c'est une personne remarquable aussi, qui est sans doute beaucoup plus réaliste d'ailleurs, qui a ils ont une vision plus précise des choses. Ils travaillent sur la base des faits, ils ne travaillent pas sur la base de ce qu'on raconte. Ça, c'est probablement une raison d'ailleurs pour laquelle Poutine peut-être est son histoire dans le KGB qui revient, où on travaille sur la base des faits, on ne travaille pas sur des légendes, comme on a tendance à faire en Europe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Russes se sont très vite adaptés, ils ont très vite compris l'histoire du gaz, ils ont compris qu'il fallait le vendre en roubles et non plus, etc. etc. Et la situation s'est stabilisée. Aujourd'hui, alors, la Russie subit aussi le contre-coup de la crise économique qui frappe l'ensemble de la planète. Mais on constate que la vie est finalement... le coût de la vie, par exemple, a beaucoup moins augmenté en Russie que dans les pays occidentaux. Et de nouveau, je cite, mes sources sont exclusivement occidentales. Et Bloomberg, le Financial Times, ont dit que l'économie russe était florissante. Je crois que c'est le Washington Post ou le New York Times, je crois, qui a fait un article disant que le développement des industries russes a développé un niveau qu'on n'avait jamais connu depuis 2019. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire que la gestion de la crise en Russie a été extrêmement pragmatique, extrêmement rationnelle. On n'a pas essayé de masquer les problèmes, et ils n'ont pas non plus essayé de les masquer par rapport à la population. C'est aussi très intéressant. On a exposé les problèmes à la population. Il y a Vladimir Poutine lui-même, mais aussi la directrice de la Banque centrale ont exposé les problèmes. On a expliqué comment on allait le faire. Et ça a marché. Donc, si vous voulez, on a tous les ingrédients d'un soutien populaire à la conduite actuelle du pays. Et c'est pour ça que je pense qu'on a notre manière de comprendre la Russie est tellement fausse qu'elle nous conduit à prendre les mauvaises décisions qui, au contraire, renforce la Russie. De fins stratèges. Voilà, c'est ce qu'on appelle les situations asymétriques. Mais je propose de clôturer ici. Hein. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est un entretien passionnant. Vraiment. Passionnant, long, mais quand même trop court. Je conseille vos deux livres, donc Opération Z et Ou gouverner par les fake news. Bammeuse, donc à la prochaine fois. Likez toujours. Cet entretien a été passionnant, donc je vous propose de le partager, de liker et de nous aider parce que je vous rappelle qu'on est bénévole et BAM doit continuer à vivre. On aimerait que ça continue à vivre. Donc si vous pouvez nous aider, likez, partagez, mais aussi peut-être un petit don pour faire avancer notre média. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Merci. Merci à vous. Merci.